dominer le monde? Est-elle nous reproduire l'esprit des grands intellectuels? Bienvenue. Merci de vous être déplacés. Vous êtes dans la nouvelle maison, nouveau siège social de l'ONF sur les territoires non cédés de Tiohtià:ke. Et je vais vous parler rapidement de ce qui nous excite à propos de ce projet-là, qui nous a été présenté par Sandra en 2016. On avait travaillé avec Sandra, on avait commencé à travailler en 2014 sur un projet à propos des grosses données. Et on travaille maintenant sur un projet sur l'IA qu'on va présenter. Vous avez pu voir l'installation là, en train de s'installer dans l'espace ONF. Ça va être la première fois qu'on va lancer, qu'on va ouvrir un projet dans cet espace-là aussi. Donc, première par-dessus première, par-dessus première. C'est excitant, c'est éreintant. Peut-être une chose aussi qui nous excite, c'est vraiment le fait que c'est à l'ONF. Je suis né en 1972. En 1972, l'ONF produisait le premier film d'animation entièrement fait sur un ordinateur. Et là, avec Chomsky versus Chomsky, 4 personnes en même temps, en conversation unique et en interaction collective avec une entité d'intelligence artificielle, avec le professeur Chomsky, avec énormément de partenaires aussi qui nous ont suivis, nous ont écoutés, dont Obvia, dès 2019, si ma mémoire est bonne. C'est vraiment un projet à propos de la conversation où on essaie de tourner la conversation sur elle-même pour vraiment positionner notre relation à l'AI, pas juste en mode peur, mais en mode informé et consciente de ce qu'on est en train de faire avec ces nouvelles applications-là. Donc, bienvenue, puis j'imagine que nos panélistes nous guideront dans cet univers. Je donne la parole à Lise. Merci d'avoir joué avec nous. Très agréable et j'espère poursuivre la collaboration. Alors pour nous, l'Observatoire l'Obvia, plus communément appelé Obvia, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux est une structure qui a été mise en place dès 2019 par le scientifique en chef. Donc c'était très important de regarder dans une diversité, si on veut, de disciplines, les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Puis, ce qui nous convie aujourd'hui, c'est les arts, c'est la création. Alors, c'est un domaine qu'on voulait regarder de près parce que, personnellement, on trouve toujours que les artistes ont une longueur d'avance sur la société. Ils ont un regard, une façon de comprendre, mais une façon de symboliser qui fait comme un trait d'union avec la société. Alors, pour nous, cet apport de l'artiste dans son travail de création, particulièrement au niveau de l'intelligence artificielle, est important. Puis aujourd'hui, on voulait convier des panélistes très intéressants. On a demandé à un philosophe, Jocelyn McClure, que probablement certains connaissent, pour venir discuter de questions fondamentales dans le processus de création. Sacha, qui est avec nous, qui s'intéresse évidemment à l'intelligence artificielle et qui va nous apporter son regard sur les enjeux éthiques, par exemple, et tout ce travail technologique qui est demandé. Et bien sûr, l'artiste, Sandra, qui va nous partager un peu ce volet-là pour qu'on puisse bien comprendre sa démarche artistique. C'est sûr
sûr qu'il y avait une question très profonde dans le documentaire qui disait « Qu'est-ce qui nous distingue? » Alors, juste pour vous dire, on est parti de cette question-là. Qu'est-ce qui nous distingue? Interaction humain-machine. C'est le fil rouge dans lequel on a convié les panélistes à venir approfondir certains aspects. Puis j'espère que ça va susciter des réflexions chez vous, puis que vous allez avoir le désir d'aller plus loin et de participer par la suite. Je pense que c'est le 6 septembre. L'ouverture, le 6 septembre, mais c'est présenté jusqu'au 15 octobre. Alors, une exposition à ne pas manquer. Alors, je vous souhaite une bonne écoute et retenez vos questions pour la fin et interpellez nos panélistes. Merci. À ma gauche, j'ai Sandra Rodriguez, qui est la créatrice scénariste de Chomsky versus Chomsky. Sandra est également sociologue des nouveaux médias. Elle a scénarisé, réalisé des longs-métrages documentaires, des web-documentaires, des expériences de réalité virtuelle et d'IA, et elle a reçu de nombreux prix. Sandra est également chercheuse et chargée de cours au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, où elle enseigne le tout premier cours du MIT sur la création en médias immersifs. Sacha Lucioni est chercheuse dans le domaine de l'intelligence artificielle éthique chez Hugging Face, et au cours de la dernière décennie, ses travaux ont ouvert la voie à une meilleure compréhension des impacts sociétaux et environnementaux des technologies de l'IA. Et finalement, Jocelyn McClure est professeur de philosophie et titulaire de la chaire Jarislowsky sur la nature humaine et la technologie à l'Université McGill. Ses travaux de recherche portent sur certaines questions spéculatives et pratiques soulevées par les progrès de l'intelligence artificielle. Jocelyn préside également la commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec depuis 2017. Alors, je voulais commencer par Sandra, si je peux vous demander de nous en dire un petit peu plus sur l'œuvre. On a déjà vu une petite intro, mais surtout, finalement, quand on se retrouve face à ce Noam Chomsky, on se retrouve face à qui? Qui et de quoi est composé ce Chomsky? Alors, c'est une super bonne question à demander à Chomsky lui-même, donc notre entité d'intelligence artificielle. Elle nous dit qu'elle est une émulation. Donc, elle essaie au maximum de répéter ce qu'elle n'est pas. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on se fait souvent dire « Oui, mais ça, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. » Mais ça non plus, ça n'en est pas vraiment. C'est en partie parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi un mot valise qui englobe un paquet de développement technologique. L'entité Chomsky, avec un 5 au lieu d'un S, donc ça se prononce mal, mais notre entité d'intelligence artificielle inspirée de Chomsky, c'est une entité qui utilise différents systèmes d'intelligence artificielle, certains génératifs, d'autres beaucoup plus contraints, d'autres qui sont très, très basiques, comme des chatbots qu'on retrouve sur n'importe quel site web de vente, par exemple. Donc, c'est une entité qui croise différents systèmes conversationnels, mais qui est inspirée des traces numériques de Noam Chomsky. Son objectif à elle, comme entité, c'est vraiment d'ouvrir avec nous une conversation. Donc, la plupart des individus qui interagissent avec cette entité ont tendance à la traiter comme s'il s'agissait de Noam Chomsky. Et l'entité nous dit, vous savez, je ne suis qu'une série de programmation, de formules mathématiques, de formules algorithmiques, de systèmes génératifs qui visent à trouver une série de mots à enligner pour former une réponse. Donc, elle va vraiment essayer à chaque étape, cette entité-là, de démystifier ce qu'elle fait. Quand elle nous répond, des fois, elle nous répond simplement, mais plus on pose des questions, plus elle essaye de nous amener à voir derrière le capot ou sous le capot, derrière les rideaux. Essayer de mieux comprendre ce qui se cache dans cette discussion sur l'intelligence artificielle, parce qu'on est souvent pris dans un discours qui nous vante les mérites d'une technologie à venir qui va tout changer dans nos vies, et à la fois qu'on arrive mal à comprendre. Comment est-ce qu'on fait donc, comme individu, comme citoyen, de se retrouver pris entre l'arbre et l'écorce, entre une menace d'un avenir qui est inévitable et un sentiment de ne pas comprendre assez dans la conversation pour pouvoir en faire partie, pouvoir donner des décisions. L'entité de Chomsky se veut être un guide dans cette conversation-là, donc elle est un petit peu mieux placée que d'autres pour nous montrer les rouages du système, parce qu'elle est elle-même une intelligence artificielle, donc elle arrive à nous montrer comment elle fonctionne. Elle peut, excusez-moi la mauvaise analogie, mais elle peut ouvrir son manteau et nous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur. En même temps, elle est là pour nous guider dans la conversation, puis nous rappeler
qu'il y a peut-être des choses particulièrement chouettes du cerveau humain qui sont encore très mal comprises et très difficiles à émuler ou à imiter. Je précise aussi que Noam Chomsky, donc, il est au courant de ce projet, mais il n'y a pas participé du tout. Donc, c'est une œuvre qui est conçue exclusivement à partir des traces numériques que Noam Chomsky a laissées. En fait, on s'est mis au défi. Noam Chomsky a été contacté dès le départ. Donc, je pense que la première personne que j'ai contactée, c'est Louis Richard, en me disant je suis pas sûre que si c'est pas trop tôt pour cette idée, parce que j'étais au MIT, on parlait énormément de big data depuis l'expérience qu'on a eu la chance de faire ensemble, où on parlait de mégadonnées, des algorithmes prédictifs, des enjeux éthiques des algorithmes prédictifs. J'étais en même temps au MIT, je voyais une foulée de conférences, conversations, débats sur l'avenir de big data et comment ça s'intégrait de mieux en mieux au développement de l'intelligence artificielle. Je me disais, je pense qu'il faut ouvrir une nouvelle conversation avec le public sur cet enjeu-là. Dès que l'idée s'est peaufinée, bien sûr, au début, il faut juste voir si elle est valable. Donc, on a commencé à tester l'idée avec d'autres chercheurs, avec des institutions financières, voir si on pouvait avoir du financement. La première personne que j'ai contactée ensuite, c'est Noam Chomsky. Ce que j'aime beaucoup, c'est que Noam Chomsky, mon courriel devait être tellement long qu'il l'a appelé une lettre, ce qui me fait beaucoup rire. Il m'a dit « I have read your letter ». Donc oui, j'ai écrit un très long courriel. Sa réponse était succincte, à peu près 4 lignes. Et sa réponse disait j'ai débattu de l'idée avec ma femme over breakfast ». Donc en déjeunant le matin depuis 2 semaines, ça m'intrigue beaucoup. On devrait se rencontrer pour discuter de la suite. Par la suite, par contre, on a été vraiment en contact avec Anthony Arnove, qui est une personne qui le représente souvent dans le code d'échange artistique. Et qui nous a juste dit il comprend la démarche, sont informés à chaque étape de la démarche, on veut continuer de l'être. Noam Chomsky a donné tous ses droits sur toutes les archives de ses vidéos, audio, vidéos, entrevues. Tout est libre de droit. Ça fait partie de sa croyance que la connaissance doit être partagée. Donc, ils nous ont dit, vous savez, dans les vrais faits, on est très content que vous nous teniez au courant, mais you don't need it. Parce que c'est tout à fait libre de droit. Donc, on fait vraiment ce qu'on appelle en anglais le fair use, un principe d'utilisation de traces pour en mener un message qui reste le mien. Donc, le mien est celui de l'équipe, on s'entend, mais je veux dire pour les enjeux légaux, Noam Chomsky comprend qu'on ne fait pas semblant d'être Noam Chomsky lui-même. On ne promet pas au public qu'ils sont en conversation avec Noam Chomsky lui-même. Noam Chomsky est encore bel et bien vivant et bel et bien actif. Il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec Chomsky, le AI. Puis donc, dans la foulée de cette démarche-là, ça nous paraissait important que notre démarche reflète la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure, on est capable d'utiliser les traces numériques de quiconque ici dans la salle, de faire une émulation de la voix, une émulation de l'image. Qu'est-ce que ça veut dire pour les traces numériques qu'on laisse? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre avenir, notre rapport avec des intelligences artificielles? Est-ce que c'est le legs qu'on veut laisser? Donc, on s'est mis au défi que notre projet devait refléter ces questions-là aussi. Donc, Noam Chomsky est tenu au courant parce qu'on a envie de respecter une démarche artistique éthique. Mais comme son équipe nous le rappelle bien, dans les faits, nous n'avons pas besoin de leur approbation. Alors, ça m'amène justement à la question suivante. Je vais peut-être demander à Jocelyn si vous pouvez nous parler des enjeux éthiques qui sont soulevés par la création d'avatars comme celui-ci, qui sont créés à partir de traces numériques. Finalement, vous aviez le droit de le créer, mais on se pose quand même cette question, mais est-ce qu'on devrait? Parce que on va tous laisser ces traces numériques. C'est quoi les principes éthiques sur lesquels on peut se reposer pour prendre des décisions, puis savoir, OK, est-ce qu'on devrait? Voilà, je vous laisse répondre. Oui, merci de la question et c'est vraiment fascinant de faire partie de cette conversation. Là, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour le projet de Sandra et de l'équipe. Je pense que, on est en pleine nouvelle réflexion sur ce qu'est la créativité, maintenant qu'on a des IA génératives qui peuvent créer du texte ou des images, des vidéos, du contenu audio aussi.
des IA qui doivent être entraînées et qui, pour ça, ont besoin de données. Ce qui est particulièrement déroutant maintenant, c'est que l'IA nous force encore une fois à faire évoluer des catégories qui étaient bien établies jusque-là, des notions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur. Maintenant, je pense qu'il faut faire évoluer, réinventer ce qu'est le droit d'auteur, parce que intuitivement, d'un point de vue éthique, ça semble parfaitement illégitime d'utiliser, par exemple, des données trouvées sur le web qui seraient protégées par le droit d'auteur, d'entraîner une IA qui serait ensuite capable, par généralisation, par synthèse, d'imiter, au fond, des œuvres de peintres ou d'écrivains. Donc là, il faut s'assurer de voir est-ce que le droit à la propriété intellectuelle et le droit d'auteur en particulier, est-ce que c'est suffisant pour protéger les créateurs? Ça ne semble pas être le cas maintenant. On peut peut-être penser à des solutions technologiques qui rendent le minage ou le moissonnage impossible, mais il va falloir dépasser les solutions technologiques. Lorsque les démarches où on entraîne des IA sur des données qui sont libres d'accès, libres de droit, ça peut être très intéressant de le faire. Ça prend une certaine littératie. Il faut savoir que, c'est pas littéralement le penseur ou l'artiste là qui interagit avec nous ou qui produit du texte ou des images. C'est une IA qui a ses forces et ses faiblesses et qui peut très bien, dans certains cas, on sait que ChatGPT, par exemple, on dit hallucine, mais dans le fond, fabule, très souvent. Ça peut être la même chose avec une IA, disons, créative. Donc, ça prend une bonne littératie pour comprendre les limites. Et je pense qu'il y a assurément une exigence de transparence quant au fait qu'il s'agit d'une intelligence artificielle ou de données qui ont été créées, de données synthétiques, là, parce que, on sait, avec le problème avec les hypertrucages. Vous avez entendu la voix de Chomsky, c'est saisissant, là, la qualité de l'imitation de la voix de Chomsky lui-même. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens de rendre tout ça transparent, qu'on a affaire à soit des données créées par des IA ou qu'on interagit avec des IA, des voix, des vidéos et ainsi de suite. Et ça, ça me semble important, là, comment on peut s'assurer que la personne qui interagit sait qu'elle n'interagit pas avec une personne humaine. Ça, c'est essentiel. Sacha, je ne sais pas si vous auriez quelque chose à ajouter, peut-être sur le plan plus technique ou du côté des gens qui développent l'IA. Comment est-ce que l'industrie... en fait, comment est-ce que l'industrie peut se doter de ces principes éthiques au moment de l'élaboration de produits comme l'IA générative? Est-ce qu'il y a un devoir de se doter de principes éthiques et comment entamer cette réflexion? C'est une bonne question. D'abord, je veux féliciter Sandra dans cette démarche consensuelle. C'est très rare, en fait. Et en fait, c'est quand on parle aux gens de la manière dont les systèmes d'IA sont entraînés aujourd'hui, c'est assez choquant, je pense. Déjà, les données sur Internet, c'est nos données. Pas forcément, peut-être vous ne postez pas, vous n'avez pas de site web, mais quand même, de manière sociétale, ce sont nos données, nos nouvelles, nos blogs. C'est tout ça qui est utilisé pour entraîner des modèles qui sont dits d'intelligence artificielle, mais en fait sont entraînés sur des traces humaines. Et maintenant, de plus en plus, surtout pour l'IA générative, il y a en fait une étape supplémentaire d'interaction vraiment avec des êtres humains. Donc en fait, il y a des gens qui sont embauchés pour ça, qui travaillent souvent de la maison ou dans les pays en voie de développement, qui sont payés vraiment très peu pour améliorer ces systèmes. Et en fait, selon beaucoup, et moi incluse, c'est grâce à ça qu'on a fait un grand pas des systèmes qui, mettons, vont compléter les phrases sur votre téléphone, quand vous commencez une phrase en disant « salut, ça », et puis ça va dire « va ». Donc on avait ces systèmes-là déjà il y a quelques années, puis tout à coup on a eu ChatGPT. Et en fait, pendant 9 mois, la compagnie qui a créé ChatGPT a payé des milliers de personnes pour qu'ils entraînent ces systèmes. Donc en fait, c'est pas venu de nulle part, c'est pas forcément une avancée technologique en tant que telle, c'est vraiment beaucoup d'œuvres de temps humain, d'intelligence humaine. Et donc, c'est pour ça que le consentement est très important, mais en fait, c'est pas du tout pratiqué, malheureusement. Et en fait, maintenant, on est même dans une période où, comme Jocelyn a dit, ça commence à être vraiment sur
sur la bout de la langue, dans les pensées. Et donc maintenant, les compagnies disent de moins en moins sur comment leurs données ont été récoltées, sur combien de gens ont entraîné leur algorithme et comment, est-ce qu'ils ont été payés ou pas, combien. Et donc en fait, malheureusement, je trouve qu'au lieu de prôner la transparence, et ce qui mènerait éventuellement à une régulation. Maintenant, on a comme un peu le « Ah non, mais c'est un secret, on ne va pas dire comment notre IA est créée, c'est de la magie. » Puis, et il faudrait en fait plus de transparence, mais elle n'y est pas. Merci pour cette réponse. Je voudrais parler un petit peu de l'aspect conversationnel de l'expérience. C'est vraiment, en fait, on est dans l'œuvre et toute l'œuvre est basée autour du fait qu'on peut parler avec Noam Chomsky. Sandra, vous, en tant que créatrice, qu'est-ce qui vous attirait dans le fait de pouvoir utiliser la conversation? C'était quoi l'attrait de ça? En fait, en 2016, les conversations de chatbot étaient vraiment limitées. Donc, l'objectif de la conversation, c'était de se rappeler que j'aime des fois répéter qu'une conversation n'est pas un service. Pourquoi je dis ça? C'est que les chatbots sont toujours créés pour répondre à des besoins. Donc, par défaut, ils nous disent comment comment est-ce que je peux vous aider, comment est-ce que je peux répondre à votre question. Les chatbots sont créés parce qu'ils servaient surtout à des objectifs de marketing, pour moins payer les gens qui, généralement, sont là pour nous aider. Donc, comme c'est moins cher, que c'est souvent les mêmes questions, les mêmes services d'aide, pourquoi pas créer un robot qui arrive à répondre à peu près la bonne chose, surtout quand les informations sont limitées et que l'humain, qui généralement nous répondait, n'a pas le droit de nous dire tellement plus que 5 lignes. Donc, de toute manière, il ne peut pas répondre tellement plus. Pourquoi pas mettre un robot à sa place? Souvent avec une voix de femme. Souvent avec une voix de femme, en effet, ou un nom de femme quand il n'a pas de voix, ce chatbot. Mais donc, ces chatbots-là, ces agents conversationnels-là, ne conversent pas vraiment. Puis la première phrase qui m'a frappée, je me suis dit, je vais me faire un T-shirt avec écrit ça, « Une conversation n'est pas un service. C'est un échange d'imaginaire, c'est un échange d'abstraction. » On essaye, c'est ce qui est fantastique du fait de pouvoir parler de Chomsky. Ce chatbot aurait pu être n'importe quel autre individu, mais les théories de Chomsky nous disent qu'est-ce qui nous distingue des animaux? Peut-être pas grand-chose, mais on a cette capacité à l'abstraction qui passe par la parole. Là, je me suis dit, waouh! Là, c'est comme, il faut reculer un petit peu en arrière pour voir l'image élargie de ce que ça peut impliquer, mais ça implique qu'on ne sait pas grand-chose sur nos capacités cognitives. On sait ce qu'on arrive à verbaliser. On arrive à verbaliser ce que d'autres humains arrivent à comprendre des mots qu'on emploie. Donc, la conversation devient la manière de comprendre l'imaginaire humain, la manière de comprendre tout ce qui se cache derrière cette volonté constante qu'on a entre humains d'échanger. Je me dis, une conversation, ce n'est pas un service. Ce n'est pas moi qui cherche une information et je cherche à avoir une réponse à mon information. C'est notre côté animal, c'est des sourcils qui s'ouvrent, justement, des pupilles qui s'écarquillent. C'est une manière, une tendance qu'on a, comme chez les chimpanzés, à s'approcher le visage, à montrer notre bienveillance. On a tout ça dans une conversation. Chomsky va même plus loin. Il nous dit des fois, il y a aussi nos bactéries dans notre corps qui font en sorte que la conversation se passe bien ou moins bien. Il y a tellement d'éléments qui font partie d'une conversation. Qu'est-ce qu'on essaie de reproduire dans une intelligence artificielle? Puis là, je me suis dit, waouh, c'est comme une boîte de Pandore qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre, qui en ouvre une autre. Tout à coup, j'ai reconnu comme on commençait la recherche, je faisais des recherches sur des entrevues faites avec Chomsky, puis notamment une première entrevue de Yarden Katz, un chercheur du MIT, qui était venu au tout début de cette initiative. C'est un peu celui qui m'a mis la puce à l'oreille. Sa provocation, c'est qu'il disait « Je suis vraiment fan de Chomsky, j'ai des tonnes d'archives de Chomsky. Si j'arrive à trouver le pattern dans sa manière de parler, j'arrive à comprendre comment son cerveau marche. » Puis je lui ai demandé « En as-tu parlé à Chomsky? » Puisque lui aussi était au MIT ou dans le même département. Il m'a dit « Oui, mais il n'est pas du tout d'accord avec ma théorie. » J'ai fait « Bon, en fait, je comprends un peu pourquoi. » En allant voir des entrevues que Yarden Katz a eues avec Chomsky, je trouvais que Chomsky avait, à travers toutes les questions qui allaient dans tous les sens, un plaidoyer qui revenait tout le temps. Et son plaidoyer dans cette entrevue-là, c'était « Nous sommes comme à l'époque de Galilée. On ne sait pas ce qu'on cherche dans l'intelligence artificielle. On ne sait pas, on sait très peu de choses sur l'intelligence humaine. On se retrouve un peu comme à l'époque de Galilée. » Puis comme il répétait ce mantra-là tout le temps, tout au long de l'entrevue, on sentait que Yarden Katz essayait d'avoir une opposition intelligence humaine-machine,
puis il essayait de prouver qu'on était capable de trouver l'algorithme qui pourrait être reproduit dans une machine. Puis je voyais Chomsky se désoler à chaque fois de la question, puis dire « J'ai rien contre les systèmes d'intelligence artificielle, mais est-ce que tu sais déjà à quoi c'est supposé ressembler? Tu appelles ça intelligence artificielle, mais ça ressemble à quoi? » Là, j'ai tout à coup, je suis devenue fan de Chomsky. À ce moment-là, je me suis dit, il nous rappelle, on sait si peu de choses sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on essaye de reproduire? C'est vraiment l'intention du projet, c'est de nous amener, comme public, à se demander qu'est-ce qu'on choisit de reproduire aussi. L'intelligence artificielle est pleine de biais, parce que les définitions qu'on donne à l'intelligence, à la créativité, aux capacités cognitives sont elles-mêmes biaisées, culturellement biaisées, biaisées dans leur discrimination de genre, discrimination de race. C'est toute une histoire de la société, de nos sociétés contemporaines qui sont biaisées. Donc, se poser la question, qu'est-ce qu'on essaie d'imiter par la conversation, c'est se faire challenger constamment par un Chomsky qui nous renvoie les questions auxquelles on a de la difficulté à répondre. Puis finalement, on apprend par la conversation à se dire c'est pas si simple que ça. On va d'ailleurs revenir sur la question des biais tantôt. Je voulais peut-être approfondir cette idée de la conversation parce que je pense qu'on est... En fait, si je ne me trompe pas, c'est en 1950 que Alan Turing a établi ce qu'on dénomme le test Turing, Turing test, qui disait, en fait, c'était au début des recherches sur le développement de l'intelligence artificielle, qui disait le jour où on mettra une personne face à une intelligence ou un robot conversationnel et que l'humain ne pourra plus faire la différence entre un robot et un humain, on aura franchi une étape et il y a beaucoup. On est un petit peu, on a l'impression d'être dans une étape charnière où les robots comme ChatGPT, par exemple, atteignent presque ce niveau. Mais alors, je vais poser la question à Jocelyn, en fait. Est-ce que vous considérez que même si on arrivait à cette étape, c'est-à-dire qu'on place un humain devant une machine et l'humain n'est plus capable de faire la différence, est-ce que ça veut dire que le robot est devenu humain? Et finalement, qu'est-ce qui nous distingue? Qu'est-ce qui distingue l'humain de la machine? Merci. Ouais, c'est une question complexe. Donc, Turing, dans ce texte que j'enseigne souvent en classe avec beaucoup de bonheur, commence en nous demandant est-ce qu'un ordinateur, une machine pourrait être intelligente? Est-ce qu'elle pourrait penser? Est-ce qu'elle pourrait avoir aussi pensé de façon intelligente? Et il arrive rapidement au constat que c'est extrêmement difficile de répondre à cette question-là. On comprend très mal ce qu'est l'intelligence. Et donc, il propose un test, une voie de passage. Il nous dit, si un ordinateur arrive au fond à confondre ou à flouer un être humain qui échangerait avec pendant un certain nombre de minutes et qui pourrait lui poser toutes les questions qu'elle imagine, cette personne, et que de façon régulière, 7 fois sur 10, l'ordinateur arrive à flouer l'humain, mais on devrait dire que la machine est capable de penser et de penser de façon intelligente parce qu'elle est capable de se faire passer pour un humain. Donc, dès le départ, il y a eu des vives contestations que ce test-là est un révélateur de l'intelligence, parce que on est là purement dans le comportement des machines. Les machines manipulent des symboles, des entrées, les questions posées par la personne et les données de sortie, c'est des réponses qui vont confondre l'être humain. Mais est-ce que la pensée intelligente, c'est un processus mental où on réfléchit à différentes idées, on raisonne et on arrive à une conclusion ou on a des idées nouvelles et ainsi de suite. Dans la machine, il n'y a que le traitement de ces données et possiblement rien d'autre que ça. Donc, se focaliser simplement sur les réponses, est-ce que c'est suffisant pour dire que la machine pense? Plusieurs, dont moi, considèrent que non. Donc, c'est pas clair que ça, c'est un bon test de l'intelligence. Clairement, ça rend pas la machine humaine, parce que le processus est complètement différent. Et on pourrait dire maintenant que, de toute façon, maintenant, les meilleures IA génératives en passent le test de
Turing. Il faudrait quand même le faire, hein, parce que moi, si j'interagis avec une IA générative, c'est sûr que, bon, je suis peut-être pas le bon public parce que j'ai beaucoup interagi, je comprends comment ça fonctionne, mais bon, les réponses, hein, les réponses de ChatGPT, on les reconnaît assez facilement. Hein. Il y a assez peu d'humains qui s'expriment toujours avec une syntaxe parfaitement impeccable. Et une certitude. Ils savent toujours ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Exactement. Ils ont non, mais je pas suis de un doute. modèle de langage, je ne suis pas ça. Oui, donc c'est pas clair qu'on ait encore vraiment à réussir le test de Turing, mais sur cette base-là, on pourrait facilement trouver des IA plus astucieuses qui parfois s'exprimeraient de façon un peu plus maladroite ou qui seraient peut-être un peu moins prévisibles parce que les IA génératives sont très prévisibles, hein, parce qu'elles cherchent à prédire les mots qui devraient suivre, hein, une question. Donc, on pourrait y arriver, mais même si on y arrivait, je ne pense pas qu'on pourrait dire oui, la machine pense de façon intelligente. Ce serait une machine qui est bonne à prédire, hein, ce qui suit habituellement une certaine question ou à repérer en différents patterns, hein, dans, par exemple, des œuvres d'un peintre ou ainsi de suite. Mais on est très loin, me semble-t-il, de l'intelligence et de la créativité humaine. Est-ce que je peux juste... Ouais, OK. En fait, moi, personnellement, un peu comme Chomsky peut-être, je ne comprends pas pourquoi on est toujours dans la dichotomie. Est-ce que l'intelligence artificielle est humaine? Est-ce que les humains... Enfin, je veux dire, je pense que c'est très valable de reconnaître que les machines font des choses très, très bien. Ils reconnaissent des plaques d'immatriculation sur le pont, mais très bien, mieux que moi. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'elles sont intelligentes. Et vice-versa, un enfant peut apprendre, un nourrisson peut apprendre des choses de manière très intuitive, qui ne sont pas forcément faciles à expliquer à une IA relativement poussée. Et donc, je pense que souvent, on est pris dans cette dichotomie et ça cause beaucoup de friction parce que les gens sont comme... mettons, le ChatGPT a passé le barreau, donc ça veut dire que truc... Et en fait, on arrive dans un genre de discours comparatif, souvent comparatif. Mais à un moment donné, peut-être on peut reconnaître que le test Turing a existé pour une raison. À ce moment-là, ça faisait sens. Mais maintenant, peut-être on peut avoir d'autres tests qui sont plus sur des capacités particulières, sans dire que ça, c'est l'intelligence. On a atteint l'intelligence parce qu'une machine a passé ce test. Et je pense que ça aiderait un peu à fluidifier les choses. J'ai envie de rajouter aussi, on sait aussi, comme humain, de mieux en mieux s'adapter pour passer les tests des machines. Donc, moi, ce que j'aime de cette réflexion-là aussi, il y a tellement d'outils où on est frustré, comme humain, que ça échoue. On va s'adapter rapidement parce qu'on est intelligent, et que l'intelligence est aussi une forme d'adaptation. On va s'adapter très rapidement à répondre, à formuler nos questions différemment pour être mieux compris par un chatbot, par exemple, à dessiner d'une certaine manière plus prévisible pour s'assurer que Google Quick Draw reconnaisse notre dessin. On va s'adapter à ce que nos horaires rentrent dans des cases d'agenda sur nos téléphones. On aide les systèmes à s'améliorer parce qu'on s'améliore à rentrer dans les systèmes. Et ce n'est pas nécessairement bénéfique pour nous, humains. Donc, on agit de plus en plus comme des machines pour que les machines remplissent la promesse qu'on leur a souhaitée. Donc, on choisit comme humains. Dans l'avenir, ça va aller super vite, super bien, parce que les machines vont être vraiment performantes. Elles ne le sont pas vraiment, mais je vais m'adapter. Je vais m'arranger pour que la machine fonctionne. Genre, accepter les réponses automatiques de Gmail. Exactement, parce que c'est plus rapide, ouais, parce que, bon, ça diminue notre créativité, ou du moins le output. Ça ne veut pas dire que nous, on change comme tel, mais on est de plus en plus formatable dans nos réponses et on s'attend de plus en plus à ce que les réponses d'autrui, par exemple, soient formatées. Ça fait en sorte qu'on est encore plus mélangé dans ce qui est vraiment distinct de l'humain et de la machine dans ce contexte-là, parce qu'on agit nous-mêmes volontairement comme des machines pour que les machines fonctionnent. Moi, j'adore ce genre de discussion parce que je me dis, tout à coup, il y a moyen d'amener un petit peu de messe dans tout ça, un peu de désordre. D'ailleurs, je suis super bien placée, j'ai le droit de le faire. Les artistes amènent du désordre généralement pour amener la réflexion ailleurs. Mais j'ai pas l'impression qu'on y est si proche que ça du test de Turing, justement parce qu'on dit, si on arrive à tromper un humain, quel humain? Plus cet humain-là, même si c'est un citoyen ou une citoyenne lambda, plus cet humain-là en connaît sur les rouages du système, moins il est floué. Donc, c'est un peu comme si on dit, si je te déguisais une machine dans un costume d'humain, de loin, derrière un rideau, un peu opaque, avec une forme humanoïde, croirais-tu que c'est un humain? Bien, plus tu le caches, plus la réponse va être oui.
Mais plus on montre de manière transparente les rouages du système, moins les gens sont floués. Dans le cadre de Chomsky versus Chomsky, par exemple, comment est-ce qu'on interagit? Il y a différents niveaux d'intelligence artificielle ou générative ou au contraire très, très contrainte ou des branches narratives totalement préprogrammées qui ne sont pas vraiment d'intelligence artificielle. Mais des moments de l'expérience où on n'est qu'en mode OpenAI, donc qu'en mode ChatGPT pour que les gens voient vraiment les rouages du système. La réponse qui nous est formulée, on peut la voir, on peut interagir avec et on voit les alternatives à la réponse. Je trouve que c'est la manière la plus facile pour que le public fasse « Ah, c'est juste ça ». Il y a comme un désenchantement immédiat de la promesse que ça va tout résoudre ou que ça a des capacités cognitives humaines parce que ça nous montre des synonymes faciles que le chatbot aurait pu aller chercher. Puis là, on se dit plus « OK, je comprends comment ça fonctionne. C'est une association de mots, une prédiction de suite de mots, beaucoup plus qu'une intention de conversation. » Et c'est pas magique. C'est pas magique. Alors, c'est super parce que ça m'a mené au prochain sujet que je voulais aborder, qui était en fait, tout le back-end. Parce que les outils comme ChatGPT qui sont développés à l'heure actuelle sont packagés de telle sorte à ce qu'on ne comprenne pas ce qu'il y a derrière. En fait, on n'a pas vraiment accès à toute la recette. On ne voit pas le code, on ne voit pas les filtres, tout ça. Et en plus de ça, ils sont construits d'une manière à imiter l'humain. Donc, moi, j'aurais voulu vous demander, Sandra, si d'expliquer peut-être un petit peu plus le processus, toute la technologie qui va derrière l'œuvre Chomsky versus Chomsky, et notamment en fait les défis que vous avez rencontrés dans le choix des outils. Je sais qu'on s'était parlé plutôt du choix des filtres, des défis que vous avez rencontrés en utilisant les filtres, tout ce que finalement l'utilisateur ne voit pas, mais qui rentre en compte dans l'œuvre finale. Alors là, peut-être, on parle de démystification. Moi, ce que j'aime en démystifiant comment est-ce qu'on a fonctionné, c'est que ça me permet de démystifier d'autres outils. Dans le cadre de l'expérience, comme c'est une expérience qui est en soi créative, on se permet à l'occasion d'utiliser vraiment de la scénarisation, des phrases qu'on appelle scriptées. Donc, vraiment écrites, c'est ni plus ni moins de la narration. Ça va revenir à chaque fois. Moi, j'aime beaucoup, dans la vidéo qu'on a vue, il y a quelqu'un qui dit « Je voulais tout de suite le refaire. » Ben oui, parce qu'il y en a qui se disent « Attends, est-ce que ça, c'était un agent conversationnel qui me parlait ou c'était scripté? » Donc, il y a vraiment des éléments scriptés. Mais là, roulement de tambour, je vais vous dévoiler quelque chose, même ChatGPT est scripté. Puis on les reconnaît, les scripts. Quand vous dites qu'il y a des humains qui ont aidé à réécrire comment ça fonctionne, ChatGPT, on arrive à le reconnaître, moi, je trouve, parce qu'il y a des phrases qui sont inéluctablement le personnage ChatGPT. Et ChatGPT est plein de filtres, de manières à répondre quand on aborde des sujets dangereux, difficiles, problématiques, misogynes, racistes, etc. ChatGPT a des filtres et ces filtres-là sont scriptés. Donc, ChatGPT aussi navigue entre de la scénarisation. On a créé un personnage. C'est une application, il y a un personnage, ChatGPT. Ce personnage-là a des filtres et après ça, il génère des réponses. Notre système Chomsky fonctionne de manière similaire. Si j'y vais du plus facile au plus compliqué, le plus facile, c'est que c'est une expérience avec un guide narratif. Donc, il y a des moments narrés par Chomsky qui vont revenir à chaque fois. Ils sont juste scriptés de manière intelligente, donc qui vous donnent toujours l'impression, peu importe ce que vous avez dit avant, que la suite logique, ce serait juste de parler de ça, comme dans une conversation. Donc, dans une conversation, on échange, puis tout à coup, quelqu'un change d'idée ou dit « mais ça me fait penser à… » Puis on a une manière de guider la conversation. Le deuxième niveau, on voulait rester fidèle à Noam Chomsky. Donc, ce sont des vraies archives, des vraies traces numériques de Noam Chomsky qu'on a employées et on a trouvé un système d'intelligence artificielle surtout pour les matcher. Donc, si je demande une question, par exemple, « Quel est votre sandwich préféré? » J'ai une vraie réponse de Chomsky à ça. Parce que Chomsky s'est fait poser de toutes sortes de questions sur 65 ans de travail au MIT, y compris qu'est-ce que c'est que la linguistique, pourquoi on en sait si peu sur la cognition des chimpanzés, à quel est votre sandwich préféré, ou est-ce que vous sortez des fois manger, quel est votre groupe de musique préféré, et avez-vous des conseils pour rencontrer l'âme sœur? Donc, il y a à peu près toutes sortes de questions qui lui sont posées, ce qui est génial. Ça nous permet d'avoir des vraies réponses. Donc, notre système d'intelligence artificielle cherche surtout à comprendre votre intention.
ce qu'on appelle intent analysis ou sentiment analysis. C'était positif, c'était négatif. Ça parlait d'alimentation, de linguistique, d'âme sœur, d'amour ou de votre vie personnelle. Donc, on essaye de matcher une question à une réponse qui est une archive vraiment existante de Noam Chomsky. Donc, on descend de palier. Scripté, on essaye de matcher des réponses à des questions. Un autre niveau un peu plus complexe, on a entraîné une génération de réponses avec GPT-2. Donc, entraîner une génération de réponses sur la base que des archives de Noam Chomsky. Donc là, c'est vraiment une IA qui crée une réponse qui n'existait pas, mais qui ressemble beaucoup à des choses que Noam Chomsky a déjà dites. Puis là, le dernier niveau, pour nous, c'est vraiment un peu le filet de sécurité. C'est que parfois, on ne s'attend pas à ce qu'un membre du public dise « Et quelle est la hauteur du Kilimandjaro? » en pleine conversation sur les théories de la grammaire universelle. Ben là, j'avoue que notre chatbot est un peu pris de court et ne sait pas trop quoi répondre. Alors, tout à coup, on a GPT 3.5 qui embarque. Et avec ce qu'on appelle des prompts, donc des rédactions d'indications de qui serait ce personnage de Chomsky AI, qui s'ajoutent, donc des filtres, qui s'ajoutent aux filtres de OpenAI qui est déjà existant et qui essayent de répondre au mieux possible à ces réponses-là. Et c'est des paliers de probabilité, en fait? Genre, si le chatbot, le premier n'est pas assez certain, ça va passer au deuxième, ça va passer au troisième. Exactement. Donc, c'est un peu, on essaye d'aller à la toute fin dans ce niveau-là, sauf quand l'objectif de cette étape de l'expérience est de démystifier comment ça fonctionne. Alors, on passe que à ce niveau-là. Donc, toutes les réponses sont OpenAI, toutes les réponses sont GPT 3.5, mais Chomsky, à certains moments narratifs, ce qu'on appelle entre nous des monologues, nous rappelle, vous voyez comment ça fonctionne? Est-ce que vous voyez les séries de mots attachés entre eux? Arrivez-vous à les changer? Donc, tout à coup, comme utilisateur ou utilisatrice, on est mis au défi un peu d'essayer de mieux comprendre, mais pour que ça fonctionne comme OpenAI GPT 3.5, il faut absolument qu'on l'utilise que ça. Donc, il y a des moments où on change vraiment dans le monologue, dans le narratif, dans les archives de Chomsky. Ça varie selon l'expérience et selon votre interaction avec Chomsky. Plus vous sortez des sentiers battus de la conversation, c'est sûr que ça risque moins de ressembler à Chomsky si vous demandez est-ce que Donald Trump est encore au pouvoir, par exemple. On a de la difficulté parce que GPT 3.5 n'est encore basé que sur des vieilles données. Donc, à chaque fois, j'aime quand, et ça, je n'arrive pas toujours à bien le prédire, mais j'aime quand notre système, c'est pas trop, je n'arrive pas à le prédire parce que ça dépend de votre question. Mais si la question est assez proche, il nous répond des vraies réponses de Chomsky. Et là, ça peut être assez croustillant parce que vous connaissez certainement ses visions politiques. Donc, on a beaucoup de détails sur Donald Trump. Si on arrive avec GPT 3.5, malheureusement, c'est un peu plus ennuyeux et souvent faux. J'ai une question pour Sacha. En fait, du coup, est-ce que quelle est la responsabilité pour l'industrie de rendre ouvert toutes ces informations, en fait? Parce que là, il y a un risque que toute cette sauce, en fait, elle soit pas accessible par le public et qu'il n'y ait pas de littératie, en fait, par rapport à la manière dont l'IA est conçue. Est-ce qu'on devrait rendre obligatoire le fait de diffuser de l'information sur les dessous techniques des outils? Est-ce que les développeurs ont un devoir ou une responsabilité de faire ça? Je dirais que oui. Et en fait, ça fait 10 ans que je travaille en traitement automatique des langues. Donc, c'est vraiment le pan linguistique de l'intelligence artificielle. Et en fait, jusqu'à il y a quelques années, c'était un peu le train-train de faire des trucs sympas, de la syntaxe, de la grammaire. Et puis là, tout à coup, on a l'IA générative. Et en fait, pour faire ce qu'on fait en tant que chercheur, on a besoin d'accès au modèle. Donc, ça fait à peu près un an et demi qu'on est super frustrés. Parce que les gens nous posent plein de questions sur les biais de ChatGPT, sur l'empreinte écologique, sur plein de choses et on ne peut rien dire. Genre littéralement zéro. On ne sait pas la taille du modèle, on ne sait pas comment c'est entraîné, sur quelles données, où est-ce que ça roule en termes d'infrastructure, où se trouve l'ordinateur, genre rien du tout. On ne sait pas si c'est un modèle, 8 modèles, parce qu'en fait, il y a plein de ragots, il y a plein de... Non, mais en fait c'est 8 modèles en parallèle. Et en fait, chaque prompt passe par 8 modèles. En tout cas, donc, et c'est super frustrant parce que ça veut dire qu'on ne peut pas
anticiper, on ne peut pas même analyser, on ne peut rien faire parce que aussi les modèles peuvent changer. Parce que c'est vrai que les compagnies vont mettre à jour les modèles aussi. Donc, tu fais une étude super poussée, tu dépenses de l'argent. Et puis, tout à coup, le modèle est mis à jour et tu dois la refaire, par exemple. Sans avertissement, exactement. Et donc, en fait, oui, moi, 100%. En fait, c'est pour ça qu'il y a quelques années, quand je cherchais un emploi après mon postdoctorat à Milan, je voulais travailler dans un endroit qui était ouvert, qui partageait. C'est pour ça que j'ai choisi Hugging Face, qui est en fait une plateforme qui de base est faite pour partager les modèles. Et en fait, même dans la compagnie, on a vu que maintenant, les grandes compagnies technologiques, ils vont moins partager leur modèle chez Hugging Face parce que ça va être fermé, ça va être comme une boîte noire, un API où tu fais une requête et tu reçois une réponse. Mais ça ne veut pas dire que tu donnes accès au modèle. Et donc, pour la recherche, c'est dommage. Pour les gens qui vont construire sur ces modèles, c'est dommage parce que parfois, je ne sais pas, j'ai une idée de start-up et je prends un modèle, je vais l'adapter à mes besoins. Je vais créer un robot qui aide, je ne sais pas, les personnes âgées sur par exemple, dans une certaine langue ou dans une certaine région. Par exemple, le français au Québec, c'est pas pareil qu'en France, et puis on doit adapter, etc. Et on peut pas faire ça avec des modèles commerciaux. Et pour plein de raisons, la transparence, ça aide la régulation, ça aide la recherche, ça aide plein d'aspects qu'on a perdus depuis en fait, on appelle ça un peu une course à l'IA générative, parce que maintenant, il y a tellement d'argent qui est à risque. Si jamais quelqu'un d'autre c'est la sauce secrète de ton modèle, tu peux perdre tellement de clients, etc. Donc en fait, même quand il y a un an, je regardais les papiers qui sortaient, et puis là, on te disait, bah voilà, un modèle d'IA avec 800 milliards de paramètres, qui était entraîné sur telle donnée, qui a pris tant d'heures de calcul, etc., etc. Je regarde un papier d'il y a un mois, zéro information. On regarde le papier de GPT-4, c'est littéralement voici notre modèle magique qui va faire plein de choses et c'est universel et ça peut être utilisé en tous les cas de figure sans qu'on vous dise quoi que ce soit là-dessus. Et en termes de scientificité, pour moi, c'est vraiment difficile parce que moi, je crois à ce que je vois ou ce que je peux faire casser aussi. J'aime bien casser les choses et je ne peux pas faire casser un modèle auquel je n'ai pas accès. Jocelyn, comment du coup on fait pour encadrer avec des principes éthiques le développement de cette IA-là? Et puis, quel est le rôle de la réflexion éthique, de la philosophie aussi pour aider l'industrie à développer cet encadrement-là? On a besoin de retourner à la réflexion éthique, donc la réflexion sur les grands principes, sur les valeurs, lorsqu'on ne sait plus très bien comment agir, comment encadrer des pratiques humaines. Donc, c'est souvent le cas lorsqu'il y a des nouvelles technologies, que ce soit des biotechnologies ou des technologies numériques. Elles viennent transformer des façons de faire, elles posent des nouveaux risques et il faut d'abord faire cet exercice de réflexion éthique sur, bon, qu'est-ce qui compte pour nous? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Quels sont les principes auxquels on tient le plus? Mais ça, c'est que la première étape. Et il y a eu un moment Lise le sait bien, en éthique de l'IA, où plusieurs disaient, ben voici, il faut se donner de grandes déclarations, des chartes, des codes de conduite, et ensuite, l'industrie va les appliquer elle-même. Donc, vont se donner leur propre code de conduite et dire, ben voici, on a une démarche éthique, voici nos 7 valeurs qu'on cherche à respecter. Pour ceux qui font aussi de l'éthique et de l'éthique appliquée, on sait très bien que ça ne peut pas s'arrêter là, que ça, c'est que le début. Et on l'a fait assez tôt ici au Québec, avec la Déclaration de Montréal sur le développement responsable de l'IA, la création de l'Obvia dont Lise a parlé. Mais très tôt, ceux qui faisaient de l'éthique avant savaient que, bon, ça, c'est la première étape. Et après, il faut traduire ces principes en règles de conduite beaucoup plus spécifiques. Et ça, ces règles doivent être sous une impulsion démocratique. C'est d'abord les citoyens, via leurs représentants, qui doivent réfléchir à comment on encadre ces pratiques. Donc, ça ne doit pas être de l'autorégulation, ça doit être issu des pouvoirs publics. Et là, on est dans la phase 2, qui est celle vraiment de l'encadrement législatif, réglementaire. Donc, en gros, c'est soit faire évoluer des lois, lois sur la vie privée, lois sur le droit d'auteur, et ainsi de suite, ou se doter des nouvelles lois, comme le fait l'Union européenne maintenant avec le AI Act. Au Canada, il y a une loi aussi là, sur l'IA qui s'en vient, souhaitons-le. Et pourquoi on a besoin de lois? Parce que les lois créent des obligations.
pour tous ceux qui développent, commercialisent, utilisent des technologies, dont l'IA. Il faut créer des nouvelles obligations, des règles à respecter qui viennent aussi avec des sanctions. Il y a un pouvoir de faire respecter ces sanctions. On ne peut pas se fier simplement à la bonne volonté, à la grandeur d'âme des acteurs privés et publics aussi. Il faut avoir des lois contraignantes qui sont soutenues par des sanctions avec des nouvelles formes de régulation, des autorités, des nouveaux pouvoirs qui s'assurent que ces lois sont respectées. Et étant donné les effets de l'IA, des systèmes d'IA dans toutes les sphères de notre vie, des plus intimes jusqu'aux politiques, on a besoin de ces nouveaux pouvoirs maintenant. Donc, il y avait cette réflexion sur les valeurs qui étaient nécessaires. Maintenant, on est à vraiment l'étape 2 des lois contraignantes. Il va falloir aller plus loin encore pour s'assurer que dans les différents milieux, les règles plus générales sont aussi appliquées. Mais je dirais qu'on est dans le chapitre 2 maintenant et l'éthique avait son rôle à jouer et continue à avoir son rôle à jouer dans ce processus-là. OK, merci. J'aimerais poser une dernière question aux 3 panélistes. En fait, on voit avec l'œuvre Chomsky versus Chomsky que malgré tous les enjeux qu'il y a autour du développement de l'IA générative, il y a un énorme potentiel d'éducation et d'information du public, notamment par des œuvres artistiques. Alors, je voulais vous demander, en fait, comment on fait à partir de maintenant? Quel est le rôle de l'artiste, de l'œuvre artistique dans l'éducation du public? Et peut-être avez-vous des conseils pour toutes les personnes, peut-être dans le public, qui vont toucher à l'IA générative de près ou de loin dans leur travail de création pour réfléchir à l'avenir de ce genre de travail? Moi, j'aime beaucoup le jeu. En fait, comme réponse, j'allais dire, tout à l'heure, vous nommiez, merci d'ailleurs, j'allais dire, quand vous nommiez mon pedigree, vous disiez, j'ai fait des films, j'ai fait du cinéma documentaire, j'ai fait du web interactif, maintenant de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle. Je pense que la constante, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau jouet, j'appelle ça des jouets, il y a des nouvelles promesses qui viennent avec des technologies. On a tendance à nous annoncer ces promesses-là comme étant un peu la météo. On nous dit, ça s'en vient, ça va être gros, c'est un ouragan ou c'est un raz-de-marée, mais ça s'en vient, vous n'êtes pas prêt, sachez-le tout de suite. Vous n'avez pas de capacité d'action ni de capacité d'agir, mais inquiétez-vous pas, c'est pour votre bien. Moi, j'appelle ça le trifecta. C'est inévitable, vous n'y connaissez rien, mais ne vous en faites pas, nous avons votre bien à cœur. C'est sûr que ça me fait toujours peur, mais ça me fait aussi un peu rire. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est le moment où je trouve que c'est le meilleur moment pour moi-même jouer avec ces outils-là, les démystifier pour ma propre personne que je suis, et c'est moi aussi de les casser puis comprendre comment ils fonctionnent, mais d'inviter d'autres personnes à venir le faire avec moi. Ça peut vraiment avoir des conséquences auxquelles on ne s'attend pas. Louis Richard disait que, donc, il y a maintenant presque 10 ans, quand on commençait à aborder le big data, les mégadonnées, les algorithmes de prédiction, parler d'éducation du public, c'est pas super intéressant. Je ne veux pas dire par là que c'est pas important. Mais le public sait déjà qu'il va falloir s'asseoir, comprendre des concepts complexes, qu'on nous explique à quel point c'est dangereux, puis à quel point quand on va sur Facebook puis qu'on accepte des paramètres, on ne devrait pas. On se fait dire beaucoup de choses sur ce qu'on devrait faire, on ne devrait pas faire, ce qu'on devrait savoir. C'est une éducation pas évidente. À l'époque, on a décidé d'inviter les gens à jouer avec leurs données pour comprendre qui traquait leurs données. Ça s'est rendu en Union européenne et ça a été utilisé pour faire changer des lois en Union européenne sur le tracking des données. On dirait que ça m'a convaincue avec des projets comme celui-là. La création permet vraiment de démystifier, mais si en plus on la fait pour qu'elle permette à tout un chacun de se réapproprier des bases simples, ça ne veut pas dire de tout comprendre, juste se rappeler, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui nous tient à cœur. C'est juste un petit moment hors du temps qu'on crée quand on fait des actes de création comme ça, où on invite les gens à s'arrêter 2 secondes, puis dire à quoi vous croyez, qu'est-ce que vous voulez conserver, qu'est-ce que vous avez peur de perdre. Puis tout à coup, quand on a ces outils-là en main, tout le reste des questionnements sur le développement des technologies, on se sent un peu plus capable de se positionner. Par exemple, on apprenait cette semaine qu'il y a des nouveaux drones employés, les premiers drones employés qui ont une capacité
capacity to kill, on dit en anglais, donc possibilité d'agir, de lancer des bombes et qui sont contrôlées par une intelligence artificielle, grande nouvelle. Qu'est-ce qu'on perd? Pas juste les risques, on entend parler des risques, des conséquences possibles, mais qu'est-ce qu'on perd quand on choisit de ne plus avoir de moment où un individu a le choix de dire non? On perd cette capacité-là de faire des choix. Je me dis, des œuvres de création ne vont pas tout résoudre, mais au moins elles nous permettent d'avoir un moment comme citoyens, comme collectivité, de s'arrêter, de se poser peut-être des questions qu'on ne nous demande jamais. On nous demande toujours, êtes-vous d'accord ou êtes-vous pour ou êtes-vous contre? Mais le positionnement, il est peut-être plus loin que ça. C'est avec qu'est-ce que c'est que cet outil-là? Premièrement, comment ça fonctionne? Puis là, on arrive à mieux prendre des décisions éclairées. Donc, mon objectif, c'est juste ça, de vous créer un petit moment de jeu où on vous laisse jouer, puis par le jeu, vous apprenez peut-être à vous rendre compte qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur. On l'espère en tout cas. Notre question clé, c'est vraiment qu'est-ce qui vous rend, vous, unique? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser à une machine? Puis qu'est-ce que vous ne laisserez jamais à une machine? Sacha? J'aimerais pas parler dans le nom des artistes, mais en tant que quelqu'un qui travaille en IA tous les jours, qui est comme dans le code, je pense que c'est super important de connecter. Et je pense que c'est dur aussi parce que souvent on fait des études, on travaille avec des gens qui comprennent tous les tenants et aboutissants de ce qu'on fait et s'arrêter et expliquer ce qu'on fait et comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas et expliquer d'une manière qui est abordable, c'est vraiment pas facile et faire cette connexion-là avec des gens dans les arts, avec des gens dans les médias, un peu comme en dehors de juste l'informatique est super important. Et en fait, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de mécanismes pour ça, genre ni de bourses, ni d'événements. Souvent, les événements où je vais, c'est vraiment des conférences où il n'y a que des gens en informatique, il n'y a pas d'artistes. À NeurIPS, la grande conférence d'IA. Et donc, créer des espaces d'échange où les gens peuvent poser des questions, mais apprendre aussi. Moi, j'apprends énormément sur l'art et on m'a jamais enseigné ça à l'université. Donc, je pense que vraiment créer des espaces où on peut partager et apprendre et aussi co-créer. Par exemple, avec des avocats, des artistes et, mettons, des informaticiens, quelque chose qui va expliquer le consentement ou l'accès aux données pour les gens du public, du grand public, mais en s'appuyant sur la vraie manière dont les choses sont faites. Donc, faire des choses comme ça, je pense que c'est vraiment le futur. C'est dur d'avoir le mot de la fin après ces deux brillantes collègues, ces deux conclusions. Mais je dirais, si je prends un pas de recul, je pense que l'installation de Sandra et de l'équipe de l'ONF arrive à un moment absolument opportun, parce que on a un des débats d'idées les plus importants présentement qui a lieu, c'est sur, au fond, quelles sont les limites de l'intelligence artificielle. Et là, aujourd'hui, vous avez eu un panel, et c'est assez rare, je dirais, 3 perspectives plutôt déflationnistes sur l'intelligence artificielle, même les plus sophistiquées. Il faut qu'on sache qu'on est en discussion avec d'imminents collègues qui ne pensent pas du tout comme nous, qui pensent que là, on s'est rapproché de façon radicale de ce qu'ils appellent l'intelligence artificielle générale, donc une intelligence aussi multidimensionnelle et générale que l'intelligence humaine grâce aux IA génératives. Je suis en désaccord avec cette évaluation-là. Chomsky est en désaccord avec cette évaluation-là aussi de façon intéressante. Il a beaucoup relativisé les avancées, les gains des IA génératives, parce qu'il considère qu'il s'agit tout simplement de machines stochastiques qui traitent des données sur la base de calculs de probabilité. Mais comment on fait pour se positionner dans ce débat-là? Parce que c'est un débat qui est très important. Ce n'est pas que philosophique. Ce que nos collègues nous disent, c'est ça devrait être la priorité d'éviter les risques dits existentiels créés par des IA très, très fortes, qui pourraient même nous dépasser en intelligence. Pour savoir comment se positionner dans ce débat fondamental, il faut chercher à comprendre comment fonctionne l'intelligence humaine et animale de façon plus générale et comment fonctionne l'intelligence artificielle. Et là, vous voyez venir, je pense qu'une installation comme celle Chomsky AI versus Chomsky nous aide à démystifier comment fonctionnent les meilleurs systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Et ce que je retiens de mes collègues, entre autres aujourd'hui, c'est toutes les couches qui sont nécessaires et toutes les formes d'intervention humaine qui sont nécessaires pour avoir des IA génératives comme DALL-E ou comme ChatGPT. Ça a
été le cas pour Sandra aussi en élaborant le modèle Chomsky. Ce sont des modèles impressionnants, mais qui, à chaque étape, demandent de l'expertise, du jugement, de la créativité humaine pour bien fonctionner. Alors que l'intelligence humaine, hein, c'est tout autre chose. Hein. C'est une intelligence qui est ancrée dans le fait hein, que, oui, on est capable de raisonner. D'abord, on a des intuitions, mais on est capable aussi de raisonner, mais on a aussi accès à tout ce qui relève de nos affects, de nos émotions, qui sont issus du fait qu'on est des êtres dotés d'un corps. Hein, et ces émotions nous donnent des informations sur comment on devrait agir ou se comporter. Parfois, elles nous font errer, mais souvent, elles nous mettent sur des pistes qui nous font agir correctement. Et ça, c'est un mode de fonctionnement, c'est une forme d'intelligence complètement différente de ce qu'on a entendu aujourd'hui, avec tous ces choix hein, sur comment on programme et les différentes couches et les différents filtres et ainsi de suite. Donc, c'est une contribution importante à démystifier comment fonctionne l'intelligence artificielle aujourd'hui et ça nous aide à la comparer à l'intelligence humaine. J'avais envie de rajouter un petit mini-mot parce que j'adore la conclusion de Jocelyn. Il y a une phrase que Chomsky disait dans cette fameuse première entrevue où je me suis dit, je pense que je tiens un sujet, il y a vraiment quelque chose qui se passe parce que j'ai passé 2 heures à voir juste Chomsky hocher de la tête en écoutant des phrases. Puis il me faisait penser à un membre de notre famille qui est bienveillant, qui nous écoute puis fait « Comment je fais pour lui expliquer? » Mais qui n'ose pas le dire exactement comme ça. Mais il disait, vous savez, depuis les 50 dernières années, même, donc 60 plutôt dernières années, l'inflation du financement en intelligence artificielle est presque radicalement proportionnelle au définancement des recherches sur la cognition. Donc, on en sait de moins en moins sur le cerveau humain, on en sait de plus en plus sur l'intelligence artificielle. La première année où je suis arrivée au MIT, la première conférence à laquelle j'ai assisté, je me suis dit, je ne sais pas où est-ce que je suis. La conférence à laquelle assistaient des tonnes de chercheurs du MIT, c'était comment est-ce que les bactéries dans notre système digestif influencent nos comportements et nos décisions. Alors, je voulais juste là-dessus. On essaye de créer des algorithmes qui imitent ce qui se passe dans les synapses, mais on ne sait même pas ce qui se passe dans le reste du corps humain qui affecte ces synapses-là. J'adore avoir l'impression que notre réflexion sur la cognition humaine, c'est un vaste espace et univers à découvrir. Puis on en sait si peu. Comme vous le dites, on est dans un moment charnière. Il faut se poser des bonnes questions parce qu'il reste tout ça à découvrir. Si on arrête de financer tous les domaines de recherche qui nous permettraient d'en découvrir plus sur l'univers, parce qu'on a découvert une station spatiale puis qu'elle nous intéresse plus que l'univers, on a peut-être un problème de choix. Merci beaucoup pour ces réponses vraiment passionnantes.